Alors, pour expliquer en une heure à peu près l'architecture de cette gouvernance mondiale, je vais partir d'un point, d'un angle d'attaque, il y en a plusieurs. C'est le fait que depuis quelque temps, vous avez le président Hollande et Valls qui vous lancent une volonté de réforme territoriale de la France, de passer de 22 à 10, 11, 12 régions. Et véritablement, les choses s'accélèrent, puisque Hollande a annoncé que normalement les élections régionales n'auraient pas lieu en 2015, mais en 2016, pour faire vraiment à toute allure cette refonte territoriale, que ça soit réglé pour 2015. Donc vraiment, on sent qu'ils ont comme un couteau dans le dos qui leur dit « dépêchez-vous ». Il est vrai aussi que parallèlement à cette refonte territoriale de la France, cette régionalisation, mais qui touche tous les États européens à différents degrés, il faut rappeler que l'année 2015, en théorie, je dis en théorie parce qu'on est sur Terre, il peut y avoir du retard, en théorie, 2015, vous aurez l'instauration du marché transatlantique. Donc, une France régionalisée, c'est-à-dire des régions s'émancipant de l'autorité nationale, et normalement, en même temps, même année, marché transatlantique. Il est vrai que dans mon bouquin, Chronique du mondialisme, j'ai un chapitre consacré à ces deux phénomènes, et avec le titre la régionalisation et l'aménagement du territoire, une révolution politique en faveur d'un partenariat transatlantique. Régionalisation de la France et de l'Europe, marché transatlantique, ça va ensemble, vous allez comprendre pourquoi. Mais cette fameuse régionalisation, il faut la définir un peu, parce que le fait de donner une primauté aux régions, et en tout cas des caractéristiques fortes aux régions, n'est pas une chose mauvaise en soi. La France, dans l'Ancien Régime, était constituée non pas de régions, mais de provinces. Et ma foi, c'est une chose excellente, avec cette petite différence, 3 fois rien, c'est que les provinces de l'Ancien Régime, le patron, c'était le roi de France. Donc ça restait dans un cadre national. Le problème dans le principe de régionalisation actuel en France et dans tous les États européens, c'est que les régions se dégagent de l'emprise nationale pour se contourner l'autorité nationale et se greffer directement sur l'autorité supranationale de Bruxelles, en liaison avec Francfort, la BCE, la Banque Centrale Européenne, et tout ça en liaison aussi avec les lobbies. Donc l'élément national est court-circuité. Alors, pour comprendre le phénomène de régionalisation en Europe, en France en particulier, il faut toujours voir l'origine. D'où ça vient? Et quand on connaît l'origine, on comprend beaucoup mieux les conséquences. Il faut savoir que tous les textes européens, vraiment qui façonnent le corps de l'Union européenne, textes officiellement européens, sont en fait tous allemands. Tous. Et qu'ils obéissent au principe de la spiritualité politique germanique. Et dans la régionalisation, cette régionalisation est un phénomène allemand, directement tiré du modèle politique allemand. Et pour expliquer la primeur, cette primauté germanique dans l'organisation de l'Europe, il faut comprendre le modèle allemand pour comprendre la situation actuelle. Voyez-vous, en fait, je l'explique, c'est mon premier livre et j'y tiens énormément. C'est mon premier livre, Minorité régionaliste, qui m'a permis de comprendre le nouvel ordre mondial, quand je l'ai écrit il y a 15 ans déjà. Vous avez eu, dès le Moyen-Âge, vous allez voir, pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter au Moyen-Âge. Vous avez eu, dès le Moyen-Âge, une colonisation germanique en Europe centrale et puis plus tard en Russie. Des populations allemandes qui se sont installées en Pologne, en Roumanie, on allait appeler le Siebenbürgen, littéralement les 7 châteaux, enfin, qui est intégré à la Transylvanie. Vous allez avoir des Allemands en Hongrie, des Allemands dans l'actuelle, enfin, Yougoslavie, et puis aussi plus tard, des Allemands en Russie au XVIIIe siècle avec les Allemands de la Volga. Toutes ces minorités allemandes qui se sont installées en Europe centrale et en Russie obéissaient toutes à un principe qui était l'autonomie politique. Autonomie politique, autonomie fiscale, autonomie administrative, autonomie religieuse. Quand c'était des colons allemands protestants, ils avaient un régime qui n'était pas celui des colons allemands catholiques, etc. Donc c'était des bulles germaniques qui perduraient au sein des populations slaves et magyares, et ces populations allemandes bénéficiant d'une autonomie pour se gérer avec leurs propres moyens, ces minorités allemandes ne se sont pas fondues dans la masse environnante. Et ces minorités, ces groupes allemands, ces populations allemandes, ont perduré pendant des siècles. Et ces populations allemandes ont été expulsées après 1945 dans des conditions dramatiques. Les Allemands de Prusse, de Silésie, de Poméranie, les Allemands des Sudètes, le quadrilatère de Bohême et de Moravie, les Allemands du Banat et du Szatmár en Hongrie, les Allemands de Transylvanie. Donc ces Allemands bénéficient d'une autonomie et on les a flanqués à la porte. Et je vais vous citer un cas.
Un seul exemple, par exemple, vous avez donc une minorité, une colonie allemande qui s'est fondée dans l'actuelle Roumanie au niveau de la Transylvanie, qui a bénéficié d'une autonomie politique donnée par le roi de Hongrie de l'époque. À l'époque, les frontières de la Hongrie étaient beaucoup plus larges que celles d'aujourd'hui. Ce roi s'appelait Andreas II et qui en 1224 a donné à ces Allemands de Transylvanie ce qu'on appelle littéralement Goldener Freibrief, qu'on peut traduire par une sorte de bulle d'or permettant une autonomie politique, fiscale, administrative. Donc, ces Allemands du XIIIe siècle de Roumanie, eh bien, ils ont perduré jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il reste une petite communauté encore de moins de 100 000 habitants, mais c'est vraiment ça qui fait l'âme de la vision politique allemande, l'autonomie des régions et des groupes ethniques. C'est ça, c'est le fondement même. Ce principe d'autonomie politique des régions, voulu et vraiment qui est l'âme de la philosophie politique allemande, a perduré pendant des siècles. C'était purement germanique. Et puis arrive Napoléon Ier, qui va envahir l'Europe, répand les principes de 89 partout, et il va réveiller le sentiment national des Allemands. L'Allemagne, il n'y a jamais eu, pendant des siècles, d'unité politique allemande. Il y a eu un saint empire romain germanique qui, jusqu'à la Révolution française, comptait environ 350 États, royaumes-duchés. Et au lendemain de la tornade napoléonienne, après 1815, après le congrès de Vienne, ces 350 États, royaumes-duchés, Bavière, Saxe, Hesse, etc., Pays de Bade, vont passer de 350 à 39 États, royaumes-duchés. Donc déjà, on s'entend mieux à 39 qu'à 350. Les élites politiques de l'Allemagne, la première moitié du XIXe siècle, ont été traumatisés par l'occupation française. Ils se sont dit, nous n'étions pas un État et on n'a pas pu s'opposer à cette invasion française. Et donc il y a, première moitié du XIXe siècle, une volonté de la part de ces élites politiques allemandes d'unifier l'Allemagne partout où l'on entend la langue allemande. Alors, le cœur germanique, Bavière, Saxe, très bien, mais il y avait aussi toutes ces minorités allemandes dispersées dans tout l'est de l'Europe. Et donc, le problème, c'est que annexer et récupérer ces minorités allemandes de Pologne et de Hongrie, etc., c'était fatalement dans la création de ce Reich. Et je tiens à préciser que le mot Reich n'est pas facile à traduire en français, parce qu'en français, ça veut dire à la fois empire et État. La République de Weimar, qui était une démocratie, était un Reich. Donc créer un Reich allemand, un État allemand, englobant toutes les minorités allemandes d'Europe centrale, mais fatalement intégrant des minorités non germaniques, des Polonais, des Tchèques, des Slovaques et des Hongrois. Et vous allez avoir la révolution de 1848 qui va aboutir à la réunion des dirigeants politiques allemands à Francfort, à l'église Saint-Paul, l'élaboration d'une constitution pour cette Allemagne vraiment très large, très étendue, et constitution qui voit le jour au mois de mars 1849, et vous avez pour la première fois un document, plus exactement un article, qui est l'article 13, paragraphe 188, qui dit que toutes les populations non germaniques de ce grand Reich allemand auront droit à une autonomie politique, fiscale, linguistique, éducative, etc. C'est-à-dire que ce principe d'autonomie politique qui était purement germanique jusqu'à la Révolution française, à partir du XIXe siècle, ce principe s'européanise. Cet article 13, paragraphe 188, est l'ancêtre de tous les documents clés de la construction européenne, charte des langues régionales, convention cadre pour la protection des minorités, autonomie locale et régionale. C'est le Cro-Magnon de la législation actuelle. Et l'échec de la révolution allemande en 1847-48 fait que cette constitution ne va pas voir le jour et que le projet va être repoussé aux calendes grecques, surtout au XXe siècle. Chose très intéressante, nous sommes toujours dans la première moitié du XIXe siècle. Vous allez voir la modernité des propos que je vais vous citer. Ces hommes politiques allemands ont une vision très large. Ils veulent certes unifier toutes les Allemagnes en une seule entité, mais en fait ils veulent régenter toute l'Europe selon le modèle politique de l'autonomie des régions et de l'émancipation des groupes ethniques. Et il y a un pays qu'ils veulent à tout prix réformer, c'est la France. Et la France, dans la première moitié du XIXe siècle, est déjà régionalisée, non pas en 10 ou 11 ou 12 blocs régionaux comme veulent le faire Valls et Hollande, mais en 5. Déjà. Et la France, dans cette première moitié du XIXe siècle, est régionalisée en premier groupe, le groupe oriental, qui comprend l'Alsace, la Lorraine et la Bourgogne. Le deuxième groupe, un groupe régional alpin et rhodanien.
Un troisième groupe, les provinces de la Garonne ou de Languedoc. Quatrième groupe régional, les provinces de la Loire ou de Languedoc. Et cinquième groupe, le groupe de la Seine et du Nord. La France est déjà disséquée en 5 blocs. Donc on voit déjà qu'il y a une tradition de charcutage, après qu'il y ait 8 blocs, 10 blocs régionaux, peu importe, mais il y a déjà cette volonté de parcelliser la France de la part de ces élites germaniques. Et écoutez les propos tenus par ces dirigeants politiques allemands de la première moitié du XIXe siècle, où ils disent ceci, je vous cite de mémoire, et si j'ai un doute, je relirai mes notes, puisque j'ai écrit le passage sur ce papier. Ils disent ceci, première moitié du XIXe siècle, le grand fédéralisme des peuples européens, qui viendra un jour, portera également les couleurs allemandes, tout ce qui est grand, profond et éternel, dans toutes les institutions européennes, ne peut être qu'allemand, qui donc peut encore séparer et couper l'élément allemand de ce qui est européen. Il faut dégager le substrat ethnique de sa gangue étatique avant de procéder à de nouvelles combinaisons. Tout Reich est une sorte de fédération, et toute fédération mérite le nom de Reich. C'est-à-dire qu'on a un programme de régionalisation de toute l'Europe et d'émancipation des groupes ethniques avec des compositions territoriales en fonction de l'implantation ethnique. Donc c'est très moderne parce que c'est ça qui se met actuellement en place. Alors, ce principe de régionalisation de l'Europe va perdurer au sein des élites allemandes. La seule personne qui s'y oppose, c'est Bismarck. Bismarck, 1815-1898, qui lui ne voulait surtout pas ça parce qu'il savait que ce serait une guerre généralisée, et d'ailleurs les événements qui ont suivi l'ont prouvé. Lui, il voulait sa petite Allemagne autour de la Prusse et ne voulait pas aller plus loin. D'ailleurs, il avait une expression pour ça, après la guerre de 1870 contre les Français, il disait l'Allemagne est une puissance saturée. Il avait le sens de la mesure. Bismarck est un être hors norme. J'ai une admiration à l'égard de Bismarck, même si ça a été quand même notre ennemi, mais la nature produit des êtres extraordinaires et c'est le cas de Bismarck. L'Allemagne de la Première Guerre mondiale va vouloir poursuivre dans ses tentatives de conquête de l'Europe, une volonté de régionalisation de l'Europe. Mais je passe assez vite, vu l'échec allemand. Et en fait, le projet va être vraiment particulièrement développé dans le cas du nazisme. On ne se dit jamais, mais si Hitler avait gagné la guerre, eh bien, comment l'Europe aurait été dessinée? Eh bien, il faut savoir que durant la Seconde Guerre mondiale, vous avez eu des collabos, et entre autres un collabo français hors norme, très grande intelligence, mais qui malheureusement avait choisi une voie pas très correcte, puisqu'il s'était engagé dans le nazisme, qui s'appelait Saint-Loup. Un pseudo qui veut dire en fait, il s'appelait Marc Augier. Et de par ses coopérations avec l'élite nazie, il connaissait des projets de renouveau de l'Europe, et en particulier il a sorti un bouquin qui est sorti en 1975, oui parce qu'il a pu passer à travers les mailles de après 44-45, il est mort dans son lit en 1990, un homme d'une très grande intelligence, mais je vous dis, qui avait choisi une mauvaise voie. Il a publié un bouquin en 1975 intitulé « Les SS de la Toison d'Or », où il a publié une carte de l'Europe entièrement régionalisée, avec la capitale de cette Europe, de la Waffen-SS, capitale où ils hésitaient entre Vienne et Prague. Et j'ai mis la carte de cette Europe des régions dans ce bouquin, document rare, mais très intéressant, et chose très intéressante, le bloc régional Alsace-Pays de Bade de l'Europe des régions de la Waffen-SS correspond exactement à ce qu'on veut faire aujourd'hui dans le cadre de la construction européenne. J'ai apporté avec moi quelques documents officiels. La défaite allemande, la défaite de l'Allemagne nazie en 1945, fait que ce projet d'Europe des régions tombe à l'eau temporairement, parce que ça va reprendre du poids de la bête, si je puis dire, avec l'Union européenne. D'abord la CE, mais ensuite l'Union européenne en 1992 avec Maastricht. Alors, ces projets de régionalisation, on les trouve un peu partout. Il faut savoir, et en particulier j'ai mis cela dans ce bouquin, vous avez une carte de l'Europe des régions de 1992 qui a été réalisée par un grand magnat de la bière qui s'appelait Heineken. C'est une Europe en 75 blocs, pour ceux qui voudront voir le bouquin tout à l'heure, où la France est divisée en 8 blocs régionaux. Donc on voit toujours cette idée, il ne faut pas trop s'exciter sur le nombre, 5 blocs, 8 blocs, 10 blocs, mais c'est toujours cette idée de disséquer les États. Et chose très intéressante, dans cette carte de 1992, les frontières de la Yougoslavie sont déjà celles
établi après la guerre de 1999. Donc c'est très intéressant de voir comme déjà la Yougoslavie dans cette histoire est dépecée avant même que la guerre n'éclate. Donc ça montre qu'il y a des choses qui se préparent à l'avance. Cette régionalisation, et là on se rapproche des projets de Valls et de Hollande, s'appuie sur un document européen qui est sorti en 1997, qui est un document qui s'intitule Recommandation 34-1997 du rapporteur allemand Peter Rabe. Qui est Peter Rabe? C'est un député socialiste au Land de Basse-Saxe. Vous savez que l'Allemagne est composée de Länder, la Bavière, etc. Et le Land de Basse-Saxe, c'est la région de Hanovre, au nord-ouest de l'Allemagne. À l'époque, dans les années 90, Land dirigé par le ministre-président qui s'appelait Gerhard Schröder. Et ce document, c'est le document qui va lancer le processus de régionalisation de l'Europe avec émancipation des régions d'un point de vue politique, économique, administratif, etc. Chose que déjà l'Allemagne faisait lorsqu'elle envoyait ses colons peupler l'Europe centrale et ensuite la Russie au temps de Catherine II. Bien comprendre le phénomène de charcutage de l'Europe. Primauté donnée aux régions. D'accord. Mais vous avez les frontières des États qui représentent la souveraineté des États. Eh bien, il faut les détruire, ces frontières. Et pour cela, vous avez un institut européen qui s'appelle l'ARF, l'Association des régions frontalières européennes, créée en 1971. Tout de suite, réflexe automatique, vous faites un peu flic sur les bords. Il vient d'où? Qui l'a créé? Pourquoi? Etc. Créé en 1971, cet institut européen n'a d'européen que le nom. Tous les fondateurs sont allemands. Tous les dirigeants sont allemands. Et un des patrons de l'ARF, l'Association des régions frontalières européennes, c'était entre autres un certain Wolfgang Schäuble, l'actuel ministre des Finances du gouvernement Merkel. Et actuellement, cet institut, qui a son siège en Allemagne, est dirigé par un Belge, mais pas n'importe quel Belge. Vous savez, de la Belgique, il y a les Wallons et les Flamands, mais on oublie toujours qu'à l'est de la Belgique, vous avez une toute petite minorité germanophone, de Pen et de Saint-Vith, à peu près 70 000 personnes, une sorte de communauté dirigée par un Belge germanophone qui s'appelle Karl-Heinz Lamberts. Eh bien, c'est cet homme-là qui est le patron de l'ARF. Et s'il a été choisi en tant que Belge germanophone à la tête de cet institut, il y a sûrement une raison. Et la raison, elle est simple. Cet institut a pour objectif officiel la coopération transfrontalière entre les États, France-Allemagne, France-Espagnol, France-Espagne, France-Italie, etc. Le principe en lui-même est bon pour lutter contre la pollution, pour en particulier les travailleurs frontaliers alsaciens qui vont travailler en Allemagne. La chose est normale qu'il y ait une coopération. On ne vit pas à claque-murée. Mais en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'objectif officiel de cet institut, c'est de transformer, c'est le paragraphe 3 de la charte de ce document, de cet institut, transformer les frontières nationales en frontières administratives. C'est-à-dire que les frontières franco-allemandes, franco-espagnoles, franco-italiennes, germano-polonaises, etc. deviennent administratives, c'est-à-dire c'est la fin de la souveraineté des États. Et là, je vous demande de bien comprendre le côté mécano de l'histoire. Émancipation politique des régions, politique, économique, etc. Donc les régions se dégagent de l'autorité des États, effacement des frontières, et ensuite, vous pouvez regrouper les régions de part et d'autre des frontières devenues défuntes pour créer des blocs régionaux qu'on appelle des eurorégions. Et les eurorégions sont les super départements de l'Union européenne. Vous avez eu, il y a quelques mois de ça, un référendum raté en Alsace, qui avait officiellement pour but de fusionner le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, pour des raisons d'économie, etc. En fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'objectif, c'était, et ils veulent toujours le faire, fusionner ces deux départements en un, et ensuite fusionner l'Alsace avec l'autre région allemande de l'autre côté du Rhin, qui est le Pays de Bade, pour créer une entité se dégageant de l'autorité de l'État allemand et de l'autorité de l'État français. J'ai avec moi le document officiel, j'en ai rapporté quelques-uns, alsacien, et document qui date de 2008. Et on n'est pas nombreux, je vais vous montrer le document. Vous avez au milieu, ici, le Rhin avec Strasbourg, et de part et d'autre, je vais balayer, et de part et d'autre, vous avez donc l'Alsace et le Pays de Bade, et vous avez même un tout petit morceau de la Suisse, à la région de Bâle. Donc, je vais reprendre le raisonnement, parce qu'il faut avoir un côté mécanique. Hein. Émancipation des régions, d'un point de vue politique, économique, administratif, fiscal, etc. Donc, elles se dégagent de l'autorité nationale. Ensuite, la frontière. Ah, ça emmerde la frontière, c'est la souveraineté d'un État. Il y a un institut qui s'en occupe, l'ARF. Ah, d'accord, très bien. Frontière, on la gobe, frontière souveraine devient frontière
administrative, et une frontière administrative, c'est comme les frontières entre les départements, donc 0. Et quand on a effacé les frontières souveraines, on réunit, on procède à des mariages pour créer une nouvelle province artificielle, l'Eurorégion Alsace-Pays de Bade, comme vous avez l'Eurorégion qui réunit la Wallonie, le Luxembourg, la Lorraine et la Rhénanie-Palatinat, qui s'appelle Grande Région. Donc ce sont des régions qui s'émancipent des États européens pour se regrouper. Vous savez, c'est le principe du Rubik's Cube. Pour avoir une façade rouge, verte, jaune, etc., il faut procéder à des torsions sur le Rubik's Cube. Pensez à l'Europe, pareil. Tant qu'il y a des frontières souveraines, étatiques, reconnues, vous ne pouvez pas procéder à ces torsions. Vous effacez ces frontières souveraines en frontières administratives. Et là, comme une pâte à modeler, vous modelez le corps européen pour faire des regroupements de régions en fonction de critères ethniques ou économiques, ou les deux à la fois. C'est comme ça que les États meurent. Et la chose est archi-officielle, puisque vous avez vu l'Eurorégion Alsace-Pays de Bade en grand. J'ai apporté avec moi un rapport de l'année 2000 du ministère, je dis bien du ministère du gouvernement allemand, consacré à l'aménagement du territoire. S'il y a des germanophones dans la salle, je cite Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Et vous avez, page 59 donc, de ce document officiel du gouvernement allemand, la carte des eurorégions autour de l'Allemagne, dont l'Alsace avec le Pays de Bade. Alors, les eurorégions, germano-tchèques, germano-polonaises, germano-autrichiennes et germano-françaises, et l'Alsace en plus petit. Et l'eurorégion Alsace-Pays de Bade est subdivisée en 3 groupes, Centre, Pamina et Triréna. Une sorte de subdivision. Donc c'est pour vous dire comme les choses sont archi-officielles et voulues au sein des différents ministères du gouvernement allemand, autorité politique. Donc c'est un projet vraiment de démantèlement des États. Et le projet vraiment est voulu à la fois par les autorités politiques allemandes, mais aussi par les États-Unis. Vous avez, en septembre 1974, donc à l'époque de la guerre froide et de l'Europe de l'Ouest, un document qui est sorti dans le Herald Tribune, donc journal américain et de l'élite politique, administrative et économique américaine, présentant une Europe de l'Ouest complètement régionalisée. Évidemment, c'est vraiment un projet voulu par les Américains, aussi par les Allemands qui sont un peu qui continuent cette politique. Et vous avez eu en 2000 une véritable déclaration d'amour de Bill Clinton à l'égard de la régionalisation de l'Europe, lorsqu'il a reçu le prix Charlemagne. Alors je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, le prix Charlemagne, c'est la plus haute distinction donnée aux personnes œuvrant en faveur de la construction européenne. Donc on donne un prix à ceux qui œuvrent en faveur de la construction européenne. Nous l'ont reçu Giscard d'Estaing, Angela Merkel, Monnet, Schuman, Winston Churchill, Simone Veil, votre copine, à certains. Mais en 2000, c'est le président des États-Unis, Bill Clinton. Et moi, je ne comprends pas. Je croyais que c'était pour la construction européenne qu'on donnait ce prix-là. Comment un président des États-Unis qui reçoit ce prix-là, comme Henry Kissinger en 1987. Bon. En fait, vous allez comprendre pourquoi. Bill Clinton a prononcé un discours en 2000 lorsqu'il a reçu ce prix. Et son discours est très intéressant et révélateur. Évidemment, c'est pas lui qui a écrit ce discours, on lui a écrit le truc, on lui a dit hey Bill, tu dis ça. Hop, t'as Lewinsky, tu la laisses de côté et tu lis ça. Et écoutez ce que dit Bill Clinton en 2000 en recevant ce prix Charlemagne. Je me mets comme ça, c'est pour la lumière. Écoutez, je cite Bill. L'unité de l'Europe est en train d'engendrer quelque chose de véritablement neuf sous le soleil. Des institutions communes plus vastes que l'émanation parallèlement à la attendez, il y a une faute. Plus vaste, parallèlement à la délégation de l'autorité démocratique aux échelons inférieurs, permettent l'émancipation de groupes régionaux. L'Écosse et le Pays de Galles ont leur propre parlement. L'Irlande du Nord, dont ma famille tire son origine, a retrouvé son nouveau gouvernement. Écoutez ceci. L'Europe est pleine de vie et résonne à nouveau des noms d'anciennes régions dont on reparle. La Catalogne, le Piémont, la Lombardie, la Silésie, la Transylvanie, etc. Non pas au nom d'un quelconque séparatisme, mais dans un élan de saine fierté et de respect de la tradition. La souveraineté nationale est enrichie de voix régionales pleines de vie qui font de l'Europe un lieu garantissant mieux l'existence de la diversité. Quand un président des États-Unis vous parle avec chaleur de l'émancipation des régions, à mon avis, c'est un mauvais signe. Pourquoi il dit ça? Enfin, pourquoi on lui a fait écrire ça et dire ça?
En fait, vous avez 3 niveaux. L'Union européenne, les États, les régions. On vide les États de leur pouvoir régalien. Un truc tout bête, battre monnaie. Vous savez, c'est plus un prérogative nationale, c'est l'euro. Les régions ont de plus en plus de pouvoir. Ces régions contournent l'autorité nationale et se greffent directement avec l'autorité supranationale de Bruxelles. Et là, pour discuter avec qui? Avec les lobbies américains, entre autres. Donc, un Bill Clinton, qui n'est que le porte-parole du système, est ravi de voir ce processus qui permet aux régions de traiter directement avec des lobbies. Et évidemment, la région Piémont, la région Lombardie, la région catalane, etc., ces régions-là pèsent bien moins lourd face aux lobbies qu'un État solidement implanté comme la France. Et donc, c'est révélateur de voir ce projet américain véritablement en accord avec donc cette volonté d'éclatement des États. Et d'ailleurs, dans cette histoire, c'est celui qui a résumé le mieux cette évolution, c'est le patron de la N-VA, parti indépendantiste flamand, Bart de Wever. Et vous avez demain les élections au Parlement européen, mais vous avez aussi des élections en Belgique. Et il faut voir le résultat de la N-VA, qui est un parti qui veut l'éclatement de la Belgique. Et il a eu cette phrase très concise, qui est valable pour la Belgique et à différents degrés pour tous les États européens. Il a dit ceci: la Belgique finira par s'évaporer entre l'Europe et les régions. Parce que les pouvoirs régaliens étant enlevés aux États, et bien à la fin, une coquille vide, ça se brise. Alors, je vais vous citer le cas de Clinton, favorable à la régionalisation de l'Europe. Le phénomène qui s'accélère dans le cas de la France avec Hollande et Valls. En théorie, ça doit voir le jour pour 2015. Mais ça va de pair, comme je vous l'ai dit, avec l'instauration du marché transatlantique. Marché transatlantique qui a été officiellement lancé en février 2013 par le président Obama lors d'un discours sur l'état de l'Union. Février 2013. Et tout le monde est tombé des nues. Comment un marché transatlantique? Je ne savais pas. Et je peux vous dire que j'ai la dent dure à l'égard de nos journalistes et surtout de nos hommes politiques, et surtout ceux qui prétendent défendre la cause nationale, puisque je les avais quand même pour certains alertés dès 2002-2003, et qu'il n'y avait, donc il y a plus de 10 ans, et qu'il n'y avait absolument aucune réaction de leur part. Il va de soi que ce n'est pas le président Obama qui, lors de son discours, a décidé tout d'un coup de parler de marché transatlantique. Lui aussi, on lui a dit: Obama, tu vas nous dire ça, point barre. Pour comprendre un fait, il faut toujours remonter aux origines. Le marché transatlantique est une idée ancienne, qui remonte à 1939. En 1939, vous avez déjà au sein des élites anglo-saxonnes une volonté de créer un marché transatlantique. Et on peut citer dans cette histoire un très grand journaliste américain du New York Times, et qui travaillait qui plus est pour la SDN, la Société des Nations, l'équivalent de l'ONU de l'époque, qui s'appelait Clarence Streit. Il a d'ailleurs un site, il est mort en 86, c'est le streitcouncil.org. Bon, site officiel. D'ailleurs, personnellement, je fonctionne toujours avec les documents officiels, il n'y a qu'à lire. 1939, il a sorti un bouquin intitulé Union Now, l'Union maintenant, avec un sous-titre: Proposition pour une unité des démocraties de l'Atlantique Nord dans un cadre fédéral, une formule de ce style, où il dit en gros qu'il faut créer un bloc unifié Europe-États-Unis. Et pour cela, il a le soutien de tout le gratin politique et militaire américain. Je vais vous en citer que 2. Le président Roosevelt, on est en 1939, et un certain William Donovan, qui, durant la Seconde Guerre mondiale, va être le patron de l'OSS, les services secrets qui deviennent plus tard la CIA. Et c'est ce même Clarence Streit qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, va en 1954 et en 1963 lancer ce qu'on appelle une déclaration transatlantique pour créer un lac euro-américain unifié, avec toute une liste de signataires, américains, anglais, allemands, français, italiens. Et c'est très intéressant de voir ceux qui ont signé en 1954 ou 1963 ce document en faveur du bloc euro-atlantique. Côté français, il y a un certain Robert Schuman, Michel Debré, le conseiller économique du général de Gaulle, Jacques Rueff, et vous avez même le général Weygand qui l'a signé. Très intéressant. Et vous avez aussi côté anglais un certain Julian Huxley, le frère de Aldous Huxley, le meilleur des mondes. Je rappelle que Julian Huxley a été le premier président de l'UNESCO et a été aussi à l'origine de la création du WWF. Vous savez, cet institut en faveur de la protection de la nature, chose en elle-même qui est une bonne chose, mais en fait qui se greffe dans cette vision panthéiste où la nature remplace Dieu. Donc on voit qu'il y a déjà
un fonds en faveur de ce marché transatlantique. Et puis parmi les autres noms, il y a aussi Richard de Coudenhove-Kalergi. Je vous parlais du prix Charlemagne. Le premier à l'avoir reçu en 1950, c'est Richard de Coudenhove-Kalergi. Qui est cet homme? C'est un homme, d'abord c'est un métis, moitié autrichien, moitié japonais, qui dans les années 20 a lancé la Pan-Europe. La Pan-Europe est un institut en faveur de l'unité de l'Europe, elle-même permettant donc l'intégration de l'Europe dans une gouvernance mondiale. Il y a la Pan-Europe pour l'Europe et vous avez les subdivisions Pan-Europe France, Pan-Europe Italie, Pan-Europe Allemagne, etc. Il faut savoir que dans les années 60, le trésorier de la Pan-Europe France s'appelait Georges Pompidou. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas une assemblée de joyeux galopins, c'est du solide. Et dans les années 20, déjà, Coudenhove, qui avait le soutien de la banque juive allemande Warburg, c'est factuel, mais c'est comme ça. Donc s'il a eu le soutien de la banque juive Warburg, à mon avis, il doit avoir des raisons. Eh bien, il va élaborer un projet qui, véritablement, d'unité de l'Europe dans un cadre de gouvernance mondiale, qui va surtout prendre son élan au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et lorsqu'il reçoit le prix Charlemagne en 1950, il tient un discours extraordinaire où il dit qu'il faut une unité de l'Europe, une Europe unie de la Finlande au Portugal, de l'Islande à la Turquie. Et en 1950, il dit ceci: il faut favoriser la naissance d'une, je cite, Union Atlantique, l'Angleterre faisant le pont entre l'Europe et l'Amérique, et il ajoute ein Dreierbund, une fédération à trois. Ben, on y est. En théorie, tout est préparé, tout est annoncé. Parmi toute la liste de ceux qui cherchent à promouvoir le marché transatlantique, vous avez aussi le discours du président Kennedy du 4 juillet 1962, où il appelle à établir entre l'Europe et l'Amérique, je cite, une déclaration d'interdépendance. Vous avez aussi un institut très puissant, j'en parle beaucoup, qui est la Fondation Bertelsmann, qui est un empire des médias et un institut de recherche. Pour ceux qui regardent la télévision, si vous regardez M6, c'est Bertelsmann. Mesdames, si vous lisez Femmes Actuelles, c'est Bertelsmann. Si vous lisez Géo, c'est Bertelsmann. RTL, c'est Bertelsmann. La plus grande maison d'édition américaine, Random House, c'est Bertelsmann. Ah, elle a édité Obama. Très intéressant de voir ces liens entre ces élites. Et la Fondation Bertelsmann, Empire des médias, mais aussi Institut de recherche, a lancé tout un programme des années 2002-2003 pour la mise en place d'un marché transatlantique en liaison avec les élites anglaises et américaines. Et, petit élément, nous Français, on a apporté notre petite touche. Vous avez ce petit bouquin écrit par Édouard Balladur aux éditions Fayard pour une union occidentale entre l'Europe et les États-Unis, où il appelle en 2007 à la naissance d'un bloc euro-atlantique. Et puis la même année, 2007, Presse universitaire de France, là, le titre est déjà, résume tout, Euramérique, du français, enfin français à ce niveau-là, ils ne le sont plus, Hervé de Carmois. Alors, Balladur, tout le monde sait, ancien Premier ministre, au service de De Gaulle auparavant, et surtout de Pompidou. Mais Hervé de Carmois, c'est qui? Jusqu'à une date récente, il vient de quitter son poste, il était le vice-président de la Trilatérale Europe. Trilatérale qui est un organisme mondialiste créé dans les années 70 avec les Rockefeller et Brzezinski, qui regroupe la Trilatérale pour l'Europe, la Trilatérale pour l'Amérique du Nord et la Trilatérale pour l'Asie. Ils ont un site trilatérale.org. Il n'y a qu'à lire. C'est ça qui est bien. Ils s'affichent. Mais le problème, c'est que les gens ne sont pas curieux et ne cherchent pas. En fait, la plupart du temps, les personnes restent fidèles aux apparences et au journal de 20 heures de Pujadas où on n'apprend que dalle. Alors, je continue et j'essaie de couvrir un peu le cadre général. Je vais faire une petite heure, une heure à peu près, avec l'affaire ukrainienne. Si je vous dis que l'affaire ukrainienne a un lien avec le marché transatlantique, vous allez dire, ah bon? Mais si, et vous allez comprendre. Pour comprendre l'affaire ukrainienne, et pour comprendre la géopolitique, il faut impérativement connaître les grands noms, les géopolitologues allemands et anglo-saxons. Dans le cas anglo-saxon, vous en avez un qui s'appelle Alfred Mackinder, qui a véritablement établi les dogmes de la politique anglo-saxonne en 1904. 1904. Et vous allez voir les propos. Sur Alfred Mackinder, en 1904, donc on est au temps de la puissance et de la superbe anglaise, c'est-à-dire l'Empire britannique qui règne sur tous les continents. Et vous avez à l'époque deux grandes menaces pour l'Empire britannique,
le deuxième Reich de Guillaume II, et la Russie de Nicolas, surtout l'empire allemand qui gêne le monde britannique. Enregistrez ce que je vais dire. Alfred Mackinder dit ceci. Il ne faut en aucun cas qu'une puissance allemande ou russe puisse unifier le monde européen et eurasien, Europe, Asie, enfin Russie d'Europe, en une seule entité. Pourquoi? Parce qu'il dit que si un pays, Berlin ou Moscou, peu importe, réussit à unifier ce bloc en une seule entité, il sera d'une telle force économique, démographique, agricole, tout ce que vous voulez, que nous, anglo-saxons, on sera virés, on sera les seconds. Donc, règle d'or, il ne faut en aucun cas qu'une puissance allemande ou russe unifie ce bloc, sauf dans un cas. Nous, anglo-saxons, nous sommes d'accord pour l'unité de l'Europe dans un seul cas, si cela se fait sous notre direction. Et les deux guerres mondiales, 14-18 et 39-45, sont en fait une punition des anglo-saxons à l'égard des Allemands, qui voulaient l'unité de l'Europe, mais en éjectant le monde anglo-saxon. C'est ça la chose. Et actuellement, depuis 1945, vous avez eu un accord conclu, établi entre autorités, enfin les élites anglo-saxonnes et les Allemands, où l'Allemagne unifie l'Europe sous sa direction, mais en tant que sergent-chef. Le patron, c'est Londres et Washington. Là, d'accord. Pour le moment, c'est l'accord. Alors les Allemands, vous savez, on est sur Terre, rien n'est acquis, rien n'est éternel. Donc pour le moment, les Allemands, enfin quand je dis les Allemands, les autorités politiques et financières allemandes acceptent l'accord, mais ça peut changer en cours de route. Donc je vous ai dit, pour les anglo-saxons, en aucun cas une puissance qui unifie l'Europe sans l'accord de Londres et de Washington. Ayez toujours ça en tête, vous allez comprendre pourquoi. Vous avez la création de blocs continentaux. L'Union européenne en est le processus le plus avancé. Vous avez aussi l'Union africaine. Vous avez aussi l'UNASUR, qui est l'équivalent de l'Union européenne pour l'Amérique du Sud, qui a été créée en 2008, avec volonté de créer un parlement sud-américain, une monnaie sud-américaine, une nationalité sud-américaine, enfin le tarif habituel. Eh bien, vous avez aussi l'ami, comment il s'appelle, Poutine, qui a lancé, fin 2011, le projet d'une, je cite Poutine, Union eurasienne supranationale. Les propos que je tiens sont de lui, et de sources officielles. Une Union eurasienne supranationale. Et ma foi, pourquoi pas? Une Union eurasienne accolée à une Union européenne, accolée à une Union africaine, enfin l'ensemble de ces blocs continentaux constituant cette fameuse gouvernance mondiale vantée et prônée par les personnes qu'on vient d'entendre. Mais Poutine va franchir la ligne rouge. Il va voir en novembre 2010, Angela Merkel à Berlin, et il va dire ceci: il faut fusionner l'Union européenne et cette future Union eurasienne en une seule zone de libre-échange, je cite, allant de Lisbonne au Pacifique. Vous pensez bien que les anglo-saxons, ils ont vu ça avec horreur, parce que ça voulait dire qu'ils étaient éjectés. Et d'autant plus éjectés que, dans cette histoire, le marché transatlantique, il tombe à l'eau. Deuxième tentative, juillet 2012, devant tout le corps diplomatique russe, Poutine réaffirme sa volonté de créer une zone de libre-échange de Lisbonne au Pacifique. Donc Union européenne et Union eurasienne en un seul bloc. Et dernière tentative, c'est tout récent, 28 janvier 2014, réunion à Bruxelles, Russie, Union européenne, et à nouveau, il réitère sa volonté de créer une zone de libre-échange. Et je vais citer les propos de Poutine de janvier 2014, je le cite. « L'important est de discuter le plus sincèrement possible des questions clés. Nous avons évoqué les perspectives de création d'un espace économique et humanitaire commun de Lisbonne à l'océan Pacifique. Il est inadmissible de créer de nouvelles lignes de démarcation. Il faut au contraire travailler ensemble à la création d'une Europe unie. » Vous pensez bien que pour les anglo-saxons, c'est un casus belli, car c'est créer un bloc Europe-Russie unifié sans leur accord et le fameux marché transatlantique qui tombe à l'eau. Pourquoi cette rage anglo-saxonne face aux propositions russes? Certes, il y a le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait une puissance qui unifie toute l'Europe et la Russie, mais aussi autre chose. C'est que vous avez pour la Chine la menace, pour la Russie, pour les États-Unis, la menace chinoise qui fait que le monde américain, les élites américaines sont menacées par la montée en puissance du dragon chinois. Le fait de créer un bloc euro-atlantique unifié, c'est quoi? C'est, pour les élites américaines, anglo-saxonnes, la volonté d'établir
des normes américaines, pas les normes finlandaises, pas les normes suédoises ou italiennes, les normes anglo-saxonnes. Et de créer un bloc, un grand marché de 800 millions de consommateurs, un G2, comme dit la Fondation Bertelsmann, regroupant, chiffre arrondi, 50% du PIB mondial et grosso modo 40% des échanges commerciaux. C'est-à-dire qu'en fait, créer un bloc euro-atlantique tellement lourd, régi par les normes anglo-saxonnes, ce bloc euro-atlantique jouerait le rôle de primus inter pares, le premier parmi les pairs, pesant tellement lourd que les autres pays du monde, sous-entendu la Chine, seraient obligés de se plier aux normes anglo-saxonnes, c'est-à-dire l'élève chinois se soumettant au maître anglo-saxon. Et ça va très loin, puisque parallèlement à ce marché transatlantique édicté par les anglo-américains, avec leurs élèves allemands, vous avez parallèlement à ça un marché transpacifique qui se met en place sous l'égide américaine, réunissant les pays du Pacifique, Australie, Vietnam, Japon, mais pas la Chine évidemment. Et les États-Unis jouent le rôle un peu de prise multiple, la côte est américaine se branchant avec l'Europe, l'Union européenne, et la côte ouest, autre prise multiple, se branchant avec tous les pays transpacifiques. Et là, formant ce bloc humain, économique, financier, très très lourd, là les Chinois, vous êtes obligés de plier le genou. C'est ça le fond de l'histoire. Donc, lorsque Poutine a voulu mettre à bas, détruire ce marché transatlantique, c'était donc tout l'édifice, toute l'architecture anglo-saxonne pour contrer le monde chinois qui tombait à l'eau. D'où la réaction dans cette histoire des Américains, puisque dans les jours qui ont suivi la proposition de Poutine le 28 janvier 2014, vous avez eu les événements de Maïdan, place à Kiev, où vous avez eu les partis dits pro-européens qui ont manifesté pour le rattachement de l'Ukraine aux instances européennes et à l'OTAN, etc. Et depuis, eh bien, nous avons une véritable guerre civile qui s'instaure, une bosnisation de l'Ukraine, avec la partie russophone qui veut s'émanciper. Vous avez déjà l'Ukraine qui a perdu la Crimée qui était un territoire ukrainien à forte majorité russophone, que désormais Poutine a raflé, et pour son plus grand bénéfice, puisque les oléoducs et les gazoducs qui passent au niveau de la Crimée ou au large de la Crimée sont désormais sous contrôle russe et non pas sous contrôle ukrainien. Avec ce qui se passe en Ukraine, vous avez des sanctions internationales, et essentiellement américaines. Mais on oublie toujours que la Russie aussi a des moyens de sanctions contre le monde occidental. Et c'est pas pour rien que j'ai mis dans ce bouquin, à la fin, la liste, le tableau officiel de tous les bons du trésor américains tenus par la Russie, la Chine, etc. Vous savez que le dollar ne tient que par l'achat de bons du trésor. Et vous avez environ 6 000 milliards de bons du trésor achetés par, en priorité, la Chine, ensuite le Japon, troisième ou quatrième pays, la Belgique. Et la Russie va un peu plus en arrière. Et que si ces pays arrêtent d'acheter des bons du trésor américains, le dollar se casse la gueule. Lorsqu'on fait l'addition des bons du trésor tenus par la Russie et la Chine qui soutient la Russie dans l'affaire ukrainienne, on se rend compte que la Russie et la Chine tiennent 25% des bons du trésor américain. C'est-à-dire que si ces deux pays décident de ne plus acheter des bons du trésor pour soutenir la monnaie américaine, le dollar, il plonge. Eh bien, cette politique commence à chatouiller et à friser les moustaches des anglo-américains, parce que vous avez eu 24 avril 2014, sur ordre du gouvernement russe, un des bras droits de Poutine, qui s'appelle Igor Chouvalov, qui a organisé une réunion avec les élites financières russes pour entamer, je cite, une dédollarisation de la Russie par rapport aux autres États, c'est-à-dire que, par rapport aux États-Unis en particulier, ne plus acheter de matières premières avec du dollar, mais uniquement avec leur monnaie, le rouble. Et la chose a pris de l'ampleur il y a quelques jours, et croyez-moi, j'ai regardé la chose parce que je crois qu'on peut dire que peut-être Sarajevo, du fin juin 1914, peut-être que le Sarajevo a commencé le 20 mai 2014, puisque vous avez Poutine qui est allé en Chine, et à Shanghai en particulier, et qu'il a signé avec les autorités chinoises un méga contrat de fournir du gaz à hauteur de 400 milliards de dollars aux Chinois. Mais c'est surtout le fait que dans cette histoire, eh bien, les deux pays, Russie et Chine, veulent se débarrasser du dollar comme monnaie d'échange. Et pour cela,
Eh bien, je vais vous citer d'abord le premier texte officiel de RIA Novosti, qui est l'AFP du russe. Je cite: les partis envisagent d'entreprendre de nouvelles démarches pour élever le niveau et élargir le secteur financier, y compris d'augmenter le volume des règlements directs en monnaie nationale, russe et chinoise, dans le commerce, les investissements et l'octroi de crédit. Donc, ces deux pays décident de se débarrasser du dollar. Et autre information qui a eu lieu le même jour, le 20 mai 2014, la deuxième banque russe, qui s'appelle la VTB, a signé avec la Chine un accord pour se passer du dollar. Et je vais vous lire le texte officiel, le communiqué de la VTB, je cite: selon cet accord, les banques projettent de développer leurs relations dans de nombreux domaines, comprenant des coopérations dans les échanges en roubles et en yuan, dans la banque d'investissement, le crédit interbancaire, les échanges commerciaux et les transactions sur les marchés des capitaux. C'est-à-dire que la Russie et la Chine veulent se débarrasser du dollar, et le communiqué de la VTB précise que ce projet d'abandon du dollar doit être étendu, donc d'abord pour la Russie et la Chine, mais ce projet doit être étendu aussi au Brésil, à l'Inde et à l'Iran. Brésil, donc Turquie et Iran. Donc ça y est, on a le processus qui est lancé pour l'abandon du dollar. Abandon du dollar qui va permettre, et hop, je jongle, qui va permettre la création d'un bloc nord-américain. Voyez-vous, je vous ai cité les blocs continentaux. Union européenne, une Assur pour l'Amérique du Sud, Union africaine. Alors tout ce que je dis, une Assur, vous tapez une Assur, vous avez le site internet en espagnol, en portugais et en anglais. L'Union eurasienne lancée par Poutine. Mais vous avez aussi le bloc nord-américain, Canada, États-Unis, Mexique. Pour le moment régi par l'ALENA. Et l'ALENA, c'est l'équivalent de la CE, Communauté économique européenne, qui à partir de 1992, avec Maastricht, s'appelle UE, Union européenne. Eh bien, il y a un projet de création d'une union ou communauté nord-américaine. D'ailleurs, il y a eu, à un moment donné, ils en ont parlé. Bon, eh bien, c'est simple, le projet est archi-officiel. Vous auriez pu d'ailleurs le citer, cet exemple. Vous allez sur YouTube, vous avez un reportage de CNN. Donc vraiment, je suis vraiment complotiste. CNN, vous tapez Union nord-américaine, enfin North American Community Union, et vous tapez le nom du journaliste Lou Dobbs. Lou, L-O-U, Dobbs, D-O-B-S, où il y a tout un reportage de CNN en faveur de l'Union nord-américaine. Point d'interrogation, parce qu'ils ont voulu... Bon. Et en fait, j'aime bien les subtilités, alors qu'en fait, tout le programme a été lancé et affiché en 2005 de la manière la plus extraordinaire possible, d'ailleurs dans ce reportage de Lou Dobbs, en 2005, avec le président des États-Unis de l'époque, George Bush fils, le Premier ministre canadien, je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque, peu importe son nom, ils sont interchangeables, et côté mexicain, Vicente Fox, où ils se sont réunis au Texas, à Waco, pour, en 2005, mettre en place les fondements même d'une union nord-américaine. Et le programme a été finalisé sur un site internet un think tank, un centre de recherche américain, qui est le plus important, qui est le CFR, le Council on Foreign Relations, qui a été créé en 1920 par là, où vous avez tout le programme d'unité du bloc nord-américain en 3 langues, français, anglais, espagnol, comme ça on peut tous lire. Et il dit ceci, donc un bloc unifié politique, économique, militaire sécuritaire, États-Unis, Canada, Mexique, une seule et même entité. En théorie, cela devait voir le jour en 2010. Nous sommes en 2014, la chose n'a pas tout à fait vu le jour. Je dis bien tout à fait, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on est sur Terre, et évidemment, tous ces programmes de très grande ampleur n'obéissent pas toujours aux contingences terrestres. Il n'empêche que je vous ai dit politique, économique et sécuritaire, militaire. Eh bien, pour l'aspect sécuritaire et militaire, c'est fait. Depuis juillet 2013, l'Institut chargé de la sécurité des États-Unis, la NSA, on en a parlé avec l'affaire Snowden, ne traite plus le territoire des États-Unis, mais le Canada, États-Unis et Mexique en une seule et même entité. Et c'est archi-officiel, c'est depuis juillet 2013. Pour cela, vous allez toujours sur YouTube, et c'est là où Internet rend service. Vous avez la sénatrice américaine Dianne Feinstein, Dianne avec 2 N. Feinstein, pour ceux qui prennent des notes, F-E-I-N-S-T-E-I-N, qui, devant une audience filmée au Congrès des États-Unis,
a présenté la politique de protection du territoire américain face aux menaces terroristes. Et un de ses collaborateurs a présenté un grand tableau présentant l'action de la NSA sur le territoire américain. Et en fait, en une seule et même couleur, il y avait Canada, États-Unis, Mexique réunis. Eh bien, ça correspond exactement au programme d'unité du bloc nord-américain, le chapitre, je ne sais plus combien, mais qui s'intitule « Périmètre commun de sécurité ». Ça y est, la chose est acquise depuis juillet 2013, et s'ils l'ont fait d'un point de vue militaire et sécuritaire, eh bien, ça veut dire que l'aspect politique et économique va suivre dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais pas dans 20 ans. Et dans l'affaire ukrainienne, si les sanctions russes et chinoises montent en puissance, le dollar va se casser la figure, et l'économie américaine. J'ai un chapitre dans mon bouquin « Chronique du mondialisme » sur la situation de l'économie américaine. Tous les chiffres que j'ai cités viennent de documents officiels. Hors de question de balancer un truc sans avoir, enfin c'est comme ça que je travaille, un document sûr. Je vais vous donner une seule donnée qui résume tout. Je dois vous dire que cette donnée que j'ai trouvée sur le site du ministère de l'économie américain me paraissait tellement incroyable que je suis allé voir ailleurs pour voir si vraiment c'était ça, et effectivement c'était ça. Écoutez bien. L'État américain a accumulé depuis Obama plus de dettes que tous les présidents des États-Unis depuis le premier, George Washington, jusqu'à Bill Clinton. Je reprends, l'État américain a accumulé plus de dettes avec Obama que tous les présidents des États-Unis depuis George Washington jusqu'à Bill Clinton, pour vous dire qu'ils sont dans la mouise. Voilà, rien que ça résume. Et puis deuxième élément, pour un pays de 300 millions d'habitants, un peu plus, vous avez en gros 50 millions d'Américains qui dépendent des coupons alimentaires pour ne pas crever de faim. Vous avez là les véritables chiffres du chômage. C'est pas 7,2, 7,3 avec les trafics, non. 50 millions d'Américains qui dépendent de coupons alimentaires pour ne pas mourir de faim. C'est ça la réalité américaine. Et je vais terminer par 2 informations. Ces élites américaines, finalement, qui veulent mettre en place ce bloc nord-américain, bénéficieraient d'une certaine manière, c'est l'ironie de l'histoire, de l'action russe et chinoise, des sanctions russes et chinoises contre le dollar pour mettre en place un programme qui consiste donc à unifier le bloc nord-américain en une seule entité, à créer, je cite, une banque centrale nord-américaine, écrit en toutes lettres, remplaçant la Fed, et mettre en place une monnaie nord-américaine. Alors certains noms ont été évoqués, j'en cite 2. À la place du dollar, l'Amero ou dollar nord-américain. Mais 3 points de suspension, ça peut être un autre nom. À la rigueur, on s'en fiche presque du nom, mais on sait qu'il y a un projet. Document officiel, puisque c'est le rapport de l'Américain qui dirige tout ça dans le cadre du CFR, qui s'appelle, je ne sais plus son prénom, mais il s'appelle Pastor, le livre que j'ai, où il évoque cette idée de monnaie nord-américaine. Mais on voit que les choses se préparent et que ces élites américaines sont au courant de plusieurs choses. Je vais vous donner une information qui est sidérante. Vous avez un Américain, un économiste américain qui s'appelle Grady Means. Ah, Grady, G-R-A-D-Y, Means, M-E-A-N-S. Le CV du bonhomme, il a travaillé, un haut fonctionnaire et un économiste au sein de l'appareil économique américain et entre autres au service de l'institution Rockefeller. Bon, déjà, on sent le gratin. Dans un article du journal américain Washington Times du 25 octobre 2012, je répète, 25 octobre 2012, il écrit cet article absolument ahurissant où il dit, 25 octobre 2012, que l'économie américaine et le dollar vont se casser la figure le 4 mars 2014. Et en fait, alors j'ai bien ça, c'est 4, il n'a pas dit 3, il n'a pas dit 5, il a dit 4 mars 2014. À 25 octobre 2012, je vous dis, en gros à l'époque, 1 an et demi, ça va se casser la figure. En fait, ces gens-là savent qu'à partir d'une certaine date, il va y avoir un processus de bascule. Et la bascule, elle a lieu au mois de février 2014 avec l'affaire ukrainienne, qui est le jeton, le domino qui est tombé, qui lance la rivalité et les sanctions réciproques entre d'un côté la Russie et la Chine et de l'autre le monde occidental. Donc en fait le processus d'effondrement du corps économique et financier américain a commencé en février, fin février, début de l'année, enfin début du mois de mars 2014. Donc en fait quand il dit 4 mars, c'est plus pour donner une zone où ça y est le processus est lancé. Très intéressant, parce que pour balancer ce genre d'informations vu son niveau, il n'a pas dit j'ai envie de faire un peu de politique fiction, non.
Et une autre information, un autre financier américain qui s'appelle Gerald Celente, qui a dans les 60 ans, qui a fait ses preuves, parce que c'est très intéressant, ces gens-là, ils ont fait leurs preuves, et entre autres ce type-là, il a annoncé toutes les crises américaines qui ont secoué la bourse américaine ou l'affaire des subprimes. Et alors lui, il est encore plus précis, il dit que le dollar va se casser la gueule aux alentours du 30 juin 2014. Il peut se tromper d'un mois, de 2 mois, de 6 mois, je ne lui en voudrais pas, mais ça montre qu'en fait, que ces gens-là, de par leur niveau, leurs informations, savent qu'il y a des choses qui arrivent. Après, il dit 30 juin 2014, ça sera peut-être le 15 octobre 2014, voire même peut-être le 15 janvier 2015. Mais en fait, on voit qu'il y a une accumulation d'éléments allant toujours dans la même direction, d'autant plus que les pressions russes et chinoises à l'égard et contre le dollar augmentent. Donc finalement, on sait qu'il y a un processus qui est enclenché. La seule chose qu'on ne peut pas dire, c'est la vitesse d'exécution pour l'effondrement. Mais ce n'est pas dans 20 ans. C'est dans 3 mois, 6 mois, 1 an, mais pas dans 20 ans. Donc on va vivre une période particulièrement agitée, dans ce sens que lorsque le système va s'écrouler, eh bien on va être largement secoué. Je rappelle quand même ce document très intéressant, et qui à mon avis a dû jouer un sale tour à Dominique Strauss-Kahn. Vous avez un rapport officiel du FMI d'avril 2010, donc l'époque où il était le patron du FMI. Alors je ne sais pas s'il est toujours sur internet, mais moi à l'époque quand j'étais tombé dessus, je l'ai tout de suite imprimé. Rapport donc d'avril 2010, au cas où il est sur le site du FMI, vous pouvez le voir, qui dit qu'il faut mettre en place une monnaie mondiale à la place du dollar. Et cette monnaie mondiale, dans ce rapport du FMI, s'appelle le Bancor, B-A-N-C-O-R. C'est le même nom que la monnaie, ce type de monnaie que Keynes, aux accords de Bretton Woods, proposait en 1944. Très intéressant. Donc, on voit qu'il y a des choses qui s'accumulent. On va vivre une époque de bascule, et à mon avis, je pense que 14-18, ça va être le bon temps. Parce que, vu les moyens techniques de destruction, et quand vous avez tout ce qui s'écroule, quand les États-Unis vont s'écrouler, quand le dollar va s'écrouler, ça va évidemment des répercussions à l'échelle planétaire. Je ne vous dis pas les répercussions d'un point de vue, enfin, tout l'aspect économique en Europe. Et malheureusement, dans la mentalité et la psychologie, je vais terminer par ça, de ces gens-là, il y a toujours cette idée de guerre. C'est très intéressant de voir dans les bouquins de H.G. Wells toujours cette volonté d'aboutir à une gouvernance mondiale suite à une guerre mondiale. Mais quand je dis guerre mondiale, qui nitrate une bonne partie de l'humanité. L'ami Attali dit la même chose. Il dit souvent, si on ne fait pas ça tout de suite, il y aura une guerre, mais on l'aura après. Vraiment, on sent que la guerre est là pour finalement être un fantastique accélérateur d'un processus d'idéalisation d'une gouvernance mondiale, où l'être humain sera, comme je le dis quelquefois lors de certaines conférences, et là je vais le redire, un simple outil, un simple estomac, prolongé par un sexe, un pur consommateur, décérébré et asservi. Je rappelle cette chose que vous vérifiez. Vous avez aux États-Unis, ça a été créé dans les années 1980-82 dans ces eaux-là, le Georgia Guidestone. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent. Ce sont les aliments de Karnak. En fait, ce sont des gros dolmens, mais eux qui ont 30 ans d'âge, qui pèsent très lourd. Ça coûtait très cher. On ne connaît pas les commanditaires, on ne connaît pas les personnes qui ont voulu mettre en place ces gros morceaux de granit, où vous avez en plusieurs langues, mais pas en français, écrit en toutes lettres, volonté de réduire l'humanité à 500 millions d'habitants. C'est quand même... ça ne court pas les rues. Et pour ceux qui veulent encore voir, vous tapez sur YouTube aéroport de Denver. Et vous verrez que toutes les fresques qui décorent les terminaux de cet aéroport sont des fresques d'apocalypse, de guerre, d'anéantissement et de renaissance. Ah, c'est très joli. Voilà, donc en fait il y a une mystique guerrière, de destruction, et on y est. 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, pas dans 20 ans. Donc ceux qui veulent faire un régime, pas la peine de le faire, vous aurez tout le temps de le faire. Croyez-moi, le régime Dachau, on l'aura pour longtemps. Et pour ceux qui ont la foi, de tenir, parce que le fond est satanique, et Satan peut gagner des batailles, mais pas les guerres, et que ce renouveau, il aura lieu parce que nous avons les promesses, et là je m'adresse à des catholiques, et même ceux qui ne le sont pas, qui se raccrochent à ça, parce que dans le malheur, je crois qu'ils se raccrocheront à ces paroles, c'est qu'il est promis dans le cas de la France, les promesses du Sacré-Cœur, je régnerai malgré mes ennemis. Bon, je crois qu'on peut lui faire confiance au Christ, donc le renouveau existera, se fera, mais avant,
On va déguster.